Madame, Monsieur, bienvenue à l'écoute du magazine Audio Alerte numéro 1 de janvier 2018. Nous sommes ravis de vous retrouver depuis 1978 pour entamer ensemble la 41e année d'édition de notre publication. Nous allons vous présenter les lois de finances votées en fin d'année 2017. Les pauses musicales sont extraites de l'Allegro vivace de la symphonie numéro 9 de Schubert. Bonne écoute à tous et n'hésitez pas à nous demander le texte officiel à la base des informations enregistrées si vous en avez besoin. Fiscalité des particuliers. Commençons par les mesures fiscales concernant les particuliers de la loi de finances pour 2018, la LF 2018, et des deux lois de finances rectificatives pour 2017, les LFR 2017. Le premier budget du quinquennat réalise une réforme en profondeur de la fiscalité, conformément aux engagements de campagne d'Emmanuel Macron. Il vise à revenir sous la barre européenne des 3% de déficit et comprend plusieurs mesures emblématiques. Pour le gouvernement, il s'agit d'un budget de transformation au service du pouvoir d'achat des particuliers et qui libère l'énergie des entreprises. En fait, la LF 2018 prévoit de baisser les impôts de 10 milliards en 2018, permettant de passer de 44,7% de prélèvements obligatoires à 44,3%, soit plus de la moitié de la promesse du président de la République dans sa campagne électorale pour 5 ans. Un site de simulation a d'ailleurs été lancé par le gouvernement pour que chacun voie concrètement l'augmentation de son pouvoir d'achat. Impôt sur le revenu. Les limites des tranches du barème de l'impôt sur les revenus de 2017 et l'ensemble des limites et seuils associés à ce barème sont revalorisés de 1%. Ainsi, pour un quotient familial d'une part, le taux de 45% s'applique à la fraction de revenus imposables qui est supérieure à 153 783 €. Pour l'imposition des revenus de 2017, l'avantage maximum en impôt résultant de l'application du quotient familial est fixé à 1 527 € pour chaque demi-part additionnelle et à 763,50 € pour chaque quart de part additionnelle. L'abattement sur le revenu imposable accordé aux parents rattachant à leur foyer fiscal des enfants mariés, pacsés ou chargés de famille est porté à 5 795 €. À noter que le taux de la retenue à la source sur les revenus non salariaux est aligné sur le taux normal de l'IS. Il en résulte que le taux de la retenue à la source est progressivement abaissé de 33,1% à 25% d'ici à 2022. Déductibilité de la hausse de la CSG en 2018. Comme nous le verrons tout à l'heure, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a augmenté de 1,7 point les taux de la CSG applicables à toutes les catégories de revenus à compter de 2018. Cette hausse de 22,7% de la CSG à compter de 2018 sera déductible des revenus soumis à l'impôt sur le revenu. Réduction et crédit d'impôt. Dispositif Pinel. La LF 2018 aménage une nouvelle fois la réduction d'impôt sur le revenu en faveur des particuliers qui acquièrent ou font construire des logements neufs ou assimilés destinés à la location dans le secteur intermédiaire. Ce dispositif est prorogé de 4 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2021. Il est par ailleurs recentré sur les zones où les tensions entre l'offre et la demande de logement sont les plus fortes, c'est-à-dire dans les zones A, A bis et B1 du territoire,
et dans les zones de reconstruction de sites de défense. De plus, une disposition anti-abus est instaurée afin d'éviter que l'avantage fiscal bénéficie en partie aux intermédiaires de l'immobilier via un plafonnement du montant des frais et commissions directes et indirectes. La LF 2018 proroge d'une année la réduction d'impôt en faveur des personnes physiques qui acquièrent un logement en vue de sa location meublée dans des résidences accueillant des personnes âgées, dépendantes ou handicapées, ainsi que dans des résidences pour étudiants avec service. Ce dispositif, Censi-Bouvard ou LMNP, qui devait s'appliquer aux acquisitions réalisées jusqu'au 31 décembre 2017, est ainsi prolongé jusqu'au 31 décembre 2018. Le crédit d'impôt pour la transition énergétique, CIT, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2018, tout en excluant certains équipements du dispositif. Ainsi, les dépenses d'acquisition de chaudières à haute performance énergétique, utilisant le fioul comme source d'énergie, sont exclues du champ d'application dès le 1er janvier 2018. En revanche, les chaudières à très haute performance énergétique, fonctionnant au fioul, acquises du 1er janvier au 30 juin 2018, demeurent éligibles au crédit d'impôt, mais à un taux abaissé de 30 à 15%. Par ailleurs, les dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique, des parois vitrées, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur sont exclues du champ d'application du crédit d'impôt à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, et uniquement dans le cas où elles viennent en remplacement de simples vitrages sur la période courant du 1er janvier au 30 juin 2018, les dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation des parois vitrées demeurent éligibles au crédit d'impôt à un taux abaissé de 30 à 15%. Les frais et droits de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération sont éligibles au crédit d'impôt au taux de 30%, mais pour leur seule part représentative du coût des équipements de raccordement correspondants. Les dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 au titre de la réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d'un audit énergétique comprenant des propositions de travaux dont au moins une permettant un très haut niveau de performance énergétique, bénéficient du crédit d'impôt au taux de 30%. La réduction d'impôt pour souscription au capital de Sofica est aménagée et prorogée jusqu'au 31 décembre 2020. La réduction d'impôt au titre des dons aux fondations d'entreprise est étendue à tous les membres donateurs. Le crédit d'impôt pour les dépenses d'aide aux personnes est prorogé jusqu'au 31 décembre 2020. Il concerne aussi désormais les dépenses liées à l'adaptation des logements engagés par les contribuables dont le foyer fiscal comprend un ou plusieurs membres en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. La LFR 2017-2 procède à quelques ajustements techniques mineurs du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Dans une large mesure, c'est le dispositif initialement prévu par la loi de finances pour 2017 qui va s'appliquer à compter du 1er janvier 2019. Il prend la forme d'une retenue à la source opérée sur les salaires et les revenus de remplacement par l'employeur ou l'organisme versant les revenus en cause, ou celle d'un acompte liquidé et prélevé par l'administration sur le compte bancaire des titulaires de bénéfices professionnels, de revenus fonciers et de pensions alimentaires. Le taux unique utilisé pour appliquer cette retenue ou liquider l'acompte est déterminé par l'administration pour chaque foyer fiscal d'après les derniers éléments d'imposition connus.
Tout cela sera précédé d'une phase d'information personnalisée des contribuables. Afin d'éviter un double paiement de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au cours de l'année 2019, c'est-à-dire le paiement la même année des impositions afférentes aux revenus de l'année 2018 et du prélèvement appliqué à raison des revenus perçus à compter du 1er janvier 2019, l'imposition des revenus courants de l'année 2018 sera neutralisée par l'octroi d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement, le CIMR. Oui, et notez que des mesures de transition destinées à éviter toute optimisation de ce crédit s'appliqueront notamment en matière de revenus fonciers. Sera aussi encadrée la déduction des cotisations ou primes versées à titre individuel et facultatif au titre de certains régimes d'épargne retraite afin d'éviter leur concentration sur l'année 2019 au détriment de l'année 2018. Plus-values immobilières privées. Un abattement exceptionnel temporaire de 70% sur les plus-values immobilières privées est créé afin de favoriser la construction de logements en zone tendue, zone A et A bis. Sont spécifiquement visées les plus-values de cession réalisées sur des terrains à bâtir et des immeubles bâtis lorsque l'acquéreur s'engage à démolir les constructions existantes pour reconstruire des logements en zone tendue. Le taux de l'abattement exceptionnel de 70% peut être majoré à 85% si les logements sociaux ou intermédiaires à construire représentent au moins 50% de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire. Pour ouvrir droit à ce dispositif très favorable, la cession doit être précédée d'une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020. Le prélèvement forfaitaire unique sur les revenus mobiliers. La loi de finances pour 2018 procède à une réforme en profondeur du régime des taxations des revenus et gains du capital perçus par les personnes physiques en mettant en place un prélèvement forfaitaire unique, le PFU, applicable aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018. Ce PFU, aussi appelé flat tax, consiste en une imposition à l'impôt sur le revenu à un taux forfaitaire unique de 12,8%, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, ce qui se traduit par une taxation globale de 30%. Les contribuables y ayant intérêt peuvent toutefois opter pour l'imposition selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Nous le verrons tout à l'heure. Oui, et deux remarques. D'abord, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 3 ou 4% selon le revenu fiscal de référence est maintenue, ce qui a pour effet de majorer le taux d'imposition pour les contribuables les plus aisés. Par ailleurs, rappelons que les revenus mobiliers et les plus-values de cession de titres sont exclus du champ d'application du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Signalons aussi que le PFU chamboule la fiscalité du patrimoine en rompant avec la logique antérieure faisant entrer les revenus du patrimoine dans l'impôt sur le revenu. Désormais, c'est l'inverse. Les revenus du patrimoine sont soumis à une imposition séparée, proportionnelle et non plus progressive. Sachez que cette réforme très importante va priver l'État d'environ 1,3 milliard d'euros en 2018 et de 2 milliards d'euros en 2019 par rapport au dispositif précédent. Le but du gouvernement est que ces montants économisés soient réinvestis dans l'économie réelle. Pour les revenus mobiliers, le champ d'application du PFU est très large, puisqu'il concerne les produits d'actions et de parts sociales, dividendes, et de manière plus générale, l'ensemble des revenus distribués, y compris les revenus réputés distribués, les jetons de présence et autres rémunérations
alloués aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes, l'ensemble des produits de placement à revenus fixes, obligations, créances, dépôts, cautionnements, titres de créances négociables, bons de caisse, comptes courants, etc. Les sommes réparties par les fonds communs de placement et les revenus d'actifs mobiliers des fonds de placement immobiliers, les produits résultant de la première cession d'usufruit temporaire qui se rattache à la catégorie des revenus mobiliers. Par contre, le PFU ne s'applique pas aux revenus expressément exonérés d'impôt sur le revenu, notamment les sommes inscrites sur les livrets A et autres livrets réglementés, certains produits de contrat d'assurance vie, une fraction des revenus mobiliers des impatriés et les produits du capital risque exonéré, aux produits des bons ou contrats de capitalisation ou d'assurance vie attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, et aux revenus pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession non commerciale. À noter que le régime du PEA, PEA classique et PEA PME ETI n'est pas modifié. Sont en revanche supprimés le prélèvement obligatoire sur les bons et contrats anonymes, le régime optionnel prévoyant l'application d'un taux forfaitaire de 24% pour les intérêts n'excédant pas 2 000 € au titre d'une année, ce dispositif devenant sans objet compte tenu du PFU de 12,8%. Quant à l'épargne logement, les intérêts des sommes inscrites sur les plans d'épargne logement PEL ou compte épargne logement CEL ouverts à compter du 1er janvier 2018 sont imposables à l'impôt sur le revenu, PFU ou sur option globale, barème progressif, et ce dès la première année. Les intérêts des PEL et CEL ouverts jusqu'au 31 décembre 2017 demeurent exonérés d'impôt sur le revenu. S'agissant de l'imposition des produits des contrats d'assurance vie et des bons et contrats de capitalisation, des règles relativement complexes sont édictées par la LF 2018. Des règles spécifiques sont par ailleurs prévues pour l'imposition des non-résidents et des gains de cession de bons ou contrats de capitalisation. Concernant son assiette, le PFU taxe le montant brut des revenus. Par exception, demeurent déductibles l'abattement spécifique au contrat d'assurance vie, les pertes sur titre ou contrat de créances négociables, les pertes en capital subies en cas de non-remboursement d'un prêt ou d'un mini-bon. Important, l'abattement de 40% sur les dividendes d'actions et revenus assimilés n'est pas applicable. De même, les dépenses engagées pour l'acquisition ou la conservation des revenus ne sont pas déductibles. La CSG n'est pas non plus déductible. Il en va différemment en cas d'option globale pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Les revenus sont alors pris en compte dans le revenu net global et les revenus mobiliers inclus dans l'assiette du revenu global sont retenus pour leur montant net. Sont ainsi déductibles du montant des revenus mobiliers l'abattement de 40% sur les dividendes et revenus assimilés, ainsi que les dépenses engagées pour l'acquisition ou la conservation des revenus. Une fraction de la CSG est par ailleurs déductible. À signaler que l'option pour le barème progressif étant globale, il n'est pas possible de combiner l'imposition au PFU pour certains revenus et l'imposition sur le barème progressif afin de pouvoir bénéficier de l'abattement de 40% pour les dividendes et du taux de 12,8% pour les autres revenus mobiliers ou plus-values. La LF 2018 maintient une imposition des revenus mobiliers en 2 temps. L'année de leur versement, les revenus sont soumis à titre d'acompte, sauf exception, à un prélèvement forfaitaire non libératoire qui est abaissé à 12,8%
au lieu de 21% pour les dividendes et 24% pour les produits de placement à revenus fixes. Et l'année suivante, les revenus sont soumis à l'impôt sur le revenu, PFU, ou, sur option, barème progressif, sous déduction de l'impôt prélevé à la source. L'imposition définitive des revenus mobiliers est liquidée à partir des éléments portés dans la déclaration des revenus souscrite l'année suivant celle de leur perception. Le nouvel abattement fixe dirigeant. La LF 2018 met en place un nouvel abattement fixe de 500 000 € pour les plus-values de cession de titres réalisées par les dirigeants partant à la retraite. Cet abattement est réservé aux titres détenus depuis au moins un an. Il est applicable aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 et il prend le relais du précédent abattement fixe venu à échéance le 31 décembre 2017. Les conditions d'application du nouvel abattement sont largement calquées sur celles prévues dans le cadre du dispositif venu à expiration le 31 décembre 2017, mais quelques différences sont toutefois relevées. Les PME éligibles sont désormais définies directement par référence à la définition communautaire des PME. L'exercice d'une profession libérale dans la société dont les titres sont cédés n'est plus assimilé à une fonction de direction pour l'application de l'abattement. La condition de détention du capital à 75% par des personnes physiques ou des sociétés répondant à la définition est supprimée. Signalons que le nouvel abattement fixe est applicable quelles que soient les modalités d'imposition des plus-values, PFU ou barème progressif. Il n'est pas cumulable avec l'abattement de droit commun ou renforcé. BS-PCE. La LF 2018 modifie le régime fiscal des gains réalisés lors de la cession des titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises, BS-PCE, attribués à compter du 1er janvier 2018. Lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis 3 ans ou plus, les gains seront soumis au prélèvement forfaitaire unique, c'est-à-dire au taux forfaitaire d'impôt sur le revenu de 12,8%, auxquels s'ajouteront les prélèvements sociaux sur revenus du patrimoine au nouveau taux global de 17,2%. Ces gains pourront bénéficier, le cas échéant, du nouvel abattement fixe dirigeant. S'ils ne souhaitent pas relever du taux forfaitaire de 12,8%, les bénéficiaires pourront opter pour l'application du barème de droit commun de l'impôt sur le revenu. Si le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de 3 ans à la date de la cession, les gains seront obligatoirement soumis, comme actuellement, à l'impôt sur le revenu en tant que plus-value sur valeur mobilière au taux de 30%, auxquels s'ajouteront les prélèvements sociaux sur revenus du patrimoine au nouveau taux global de 17,2%. Le nouvel abattement fixe dirigeant ne s'appliquera pas dans cette hypothèse. Régime fiscal du gain d'acquisition d'actions gratuites. La LF 2018 modifie une nouvelle fois le régime fiscal du gain d'acquisition des actions gratuites. Retenez que le gain d'acquisition réalisé lors de la cession d'actions dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'AGE postérieure à la publication de la loi de finances pour 2018 sera imposé comme suit. Le gain ou la fraction du gain n'excédant pas 300 000 € sera soumis à l'impôt sur le revenu au barème progressif après application d'un abattement de 50% ou, le cas échéant, du nouvel abattement fixe dirigeant de 500 000 € et pour le surplus d'un abattement de 50%. Et la fraction du gain excédant 300 000 € sera, comme aujourd'hui, imposée comme un salaire selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu,
sans application d'aucun abattement et soumise aux prélèvements sociaux sur revenus d'activité. Notez par ailleurs que la LFSS 2018 a abaissé le taux de la contribution patronale spécifique de 30 à 20% pour les nouvelles attributions gratuites d'actions. Impôt sur la fortune immobilière. Mesure phare de la loi de finances pour 2018, l'impôt de solidarité sur la fortune est abrogé et remplacé par un nouvel impôt, l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, qui cible le seul patrimoine immobilier. Ce nouvel impôt est entré en vigueur le 1er janvier 2018, date à laquelle l'ISF a été supprimé. L'IFI rapportera à l'État 4 fois moins que l'ISF. Le nombre des redevables va passer de 340 000 ménages payant 5 milliards d'euros par an à environ 150 000 foyers payant 850 millions d'euros. Le gouvernement fait le pari, ici aussi, que cela va libérer les investissements dans l'économie réelle. La définition des redevables, le fait générateur, 1er janvier de l'année d'imposition, le seuil d'imposition, 1 300 000 euros, et le barème restent inchangés par rapport aux règles applicables en matière d'ISF. Sont également maintenues à l'identique les dispositions en faveur des impatriés, la réduction d'impôt au titre des dons au profit de certains organismes d'intérêt général, ainsi que le dispositif de plafonnement de l'imposition. En fait, le principal changement se situe dans l'assiette de l'IFI. Celle-ci est définie comme l'ensemble des immeubles détenus directement par les redevables, mais également des immeubles détenus indirectement via des sociétés ou des organismes de placement, lorsque ces immeubles ne sont pas affectés à l'activité des entités en question. Cela étant, lorsque le redevable détient directement ou indirectement moins de 10% du capital ou des droits de vote d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ces titres échappent en principe à l'imposition. Il faut attirer l'attention sur le fait que la taxation n'est pas limitée aux seuls titres de société à prépondérance immobilière. Elle s'applique en effet à l'ensemble des titres de société, cotés ou non. Sont sans incidence la forme sociale, le régime fiscal et le lieu d'établissement de la société émettrice. La taxation touche également les droits détenus dans des organismes de placement collectif. Les exonérations jusqu'à présent applicables en matière d'ISF en faveur des biens professionnels, des bois et forêts, des parts de groupements forestiers ou fonciers, sont par ailleurs transposées dans le cadre de l'IFI. La réduction ISF-PME est supprimée. Les règles d'évaluation et le passif déductible sont adaptés à cette nouvelle assiette et les obligations déclaratives sont unifiées pour tous les redevables. Taxe d'habitation. Un nouveau dégrèvement de la taxe d'habitation sur la résidence principale est instauré à compter des impositions de 2018. S'ajoutant aux exonérations et dégrèvements existants, ce dégrèvement permettra, selon le gouvernement, à environ 80% des foyers d'être dispensés du paiement de la taxe d'habitation au titre de leur résidence principale. Cet objectif sera atteint de manière progressive sur 3 années, 2018, 2019 et 2020. En bénéficieront les foyers dont les ressources ne dépassent pas un certain montant, par exemple 43 000 euros pour un quotient familial de 2 parts. Le taux du dégrèvement est en principe de 30% en 2018, 65% en 2019 et 100% à compter de 2020. Toutefois, ce taux est dégressif au-delà d'un certain seuil de revenus. Présentons maintenant les mesures fiscales concernant les entreprises de la loi de finances pour 2018 et des lois de finances rectificatives pour 2017. Seuil des régimes micro-BIC et micro-BNC.
Dès l'imposition des revenus de 2017, les seuils d'application des régimes micro-BIC et micro-BNC sont fortement augmentés et ces régimes sont déconnectés de la franchise en base de TVA. Précisons que tous ces aménagements des régimes micro-BIC et micro-BNC ne concernent que leur champ d'application et non leur modalité de mise en œuvre et les règles de détermination du résultat. Les taux d'abattement forfaitaire pour charge ne sont notamment pas modifiés. L'ALF 2018 sépare les régimes micro-BIC et micro-BNC de la franchise en base de TVA. Ainsi, le régime micro-BIC s'applique en N aux contribuables dont le chiffre d'affaires hors taxe n'excède pas l'année civile précédente N-1 ou la pénultième année N-2. 170 000 euros lorsque le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location meublée autre que les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes, et 70 000 euros pour les autres entreprises. Notez que les opérations de location de matériel ou de biens de consommation durable sont désormais éligibles au micro-BIC. Quant au régime micro-BNC, il s'applique en N aux contribuables dont les recettes hors taxes n'excèdent pas l'année civile précédente N-1 ou la pénultième année N-2, 70 000 euros. À signaler que ce nouveau mécanisme ne comprend qu'une seule limite pour chaque type d'activité. Aucune limite majorée n'est prévue, contrairement à ce qui existe actuellement dans le cadre du régime de la franchise en base de TVA. Compte tenu des années de référence à retenir pour l'appréciation des seuils des régimes micro-BIC et micro-BNC, un dépassement est autorisé au cours d'une seule année. Nouveauté, il est désormais possible de bénéficier d'un régime micro en matière d'imposition des bénéfices sans devoir être soumis pour autant à la franchise en base de TVA. Autrement dit, les contribuables au régime micro-BIC ou micro-BNC peuvent relever d'un régime réel de TVA. Toutes ces nouvelles modalités de détermination des régimes micro-BIC et micro-BNC s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année civile 2017. Il en résulte en pratique qu'un contribuable exerçant une activité industrielle et commerciale relève de plein droit du régime micro-BIC au titre de ses revenus de l'année 2017, déclarés et payés en 2018, si le chiffre d'affaires de l'année 2016 est inférieur ou égal, selon la nature de l'activité exercée, à 170 000 euros ou 70 000 euros, et dans le cas contraire, si le chiffre d'affaires de l'année 2015 est inférieur ou égal à cette limite. Le contribuable exerçant une activité non commerciale relève de plein droit du régime micro-BNC au titre de ses revenus de l'année 2017, déclarés et payés en 2018, si les recettes de l'année 2016 sont inférieures ou égales à 70 000 euros, et dans le cas contraire, si les recettes de l'année 2015 sont inférieures ou égales à cette limite. Compte tenu de la date d'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, certains contribuables qui relevaient de plein droit d'un régime réel d'imposition au titre de l'imposition des revenus de l'année 2017 en application des règles actuelles peuvent donc ainsi relever d'un régime micro si leur chiffre d'affaires ou leurs recettes les y rendent éligibles. À titre transitoire, un délai supplémentaire d'option pour un régime réel d'imposition, normal ou simplifié, est heureusement accordé aux entreprises industrielles et commerciales qui relevaient de plein droit d'un tel régime au titre de 2017 selon les règles actuelles. Ces entreprises peuvent exceptionnellement exercer leur option dans le délai de dépôt de la déclaration 2031 ST, c'est-à-dire au plus tard le 3 mai 2018. Notez que les entreprises non commerciales
ne sont pas concernés par cette mesure transitoire. En effet, le délai de droit commun d'option pour le régime de la déclaration contrôlée permet aux contribuables qui se trouveraient soumis au régime micro-BNC au titre des revenus de 2017, en application des nouvelles règles, d'exercer leur option avant le 3 mai 2018. Entreprise relevant de l'IR, plus-value nette à long terme, réalisée à compter de 2017. La ALF 2018 ramène de 16% à 12,8% le taux des plus-values nettes à long terme réalisées par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu. En pratique, cette mesure a pour objet d'aligner ce taux sur celui qui s'applique à l'ensemble des plus-values de cession des valeurs mobilières et droits sociaux réalisés par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. Ces dispositions s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 et des années suivantes. Sont donc concernées les plus-values réalisées en 2017. Nota, le régime des plus-values nettes à court terme des entreprises à l'IR reste inchangé. Elles doivent être comprises dans les résultats imposables selon les conditions et taux de droit commun. Prêt de main-d'œuvre. Les charges liées au prêt de main-d'œuvre supporté par une grande entreprise au titre de la mise à disposition temporaire d'un de ses salariés auprès d'une jeune entreprise ou d'une PME sont déductibles même lorsqu'elle ne refacture que partiellement ses coûts à cette dernière. Déductibilité des impôts étrangers. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2017, les impôts prélevés à l'étranger, conformément aux stipulations des conventions fiscales bilatérales conclues avec la France, ne sont pas déductibles. Crédit d'impôt, CICE, réduction du taux avant suppression en 2019. La ALF 2018 diminue le taux du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi de 7 à 6% pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018. Il faut préciser que le taux dérogatoire de 9% applicable aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer est maintenu en 2018. Puis, le CICE sera supprimé à compter du 1er janvier 2019, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoyant son remplacement par un allègement de 6 points de la cotisation patronale d'assurance maladie pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019. Signalons que la suppression du CICE n'emportera pas suppression de l'éventuelle créance qui pourra donc être utilisée pour le paiement de l'impôt des années 2019, 2020 et 2021. Pour 2018, il faut noter que le CICE est élargi à certains employeurs au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à des activités lucratives. Sont concernés les établissements publics, les collectivités territoriales et les organismes sans but lucratif. Crédit d'impôt pour investissement dans l'énergie renouvelable en Outre-mer. La procédure d'agrément pour les investissements dans les énergies renouvelables est allégée lorsque ces derniers ont déjà fait l'objet d'une évaluation préalable par la Commission de régulation de l'énergie. Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale. Le crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale est supprimé pour les périodes d'imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Crédit d'impôt pour adhésion à un groupement de prévention. Ce crédit d'impôt est supprimé pour les entreprises adhérant à compter du 1er janvier 2018 à un groupement de prévention. IS, diminution progressive du taux. La LF 2018
aménage la trajectoire et les modalités de la réforme du taux de l'impôt sur les sociétés instaurée par la loi de finances pour 2017. Cette modification n'a toutefois d'incidence que pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. En fait, la nouvelle trajectoire pour la baisse du taux normal est la suivante. Le taux normal de l'impôt étant progressivement ramené pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 à 28% pour la fraction de bénéfices n'excédant pas 500 000 euros et à 31% au-delà. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 à 28% pour la totalité des bénéfices. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 à 26,5%. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 à 25%. Pour les exercices ouverts en 2018, le taux reste fixé à 28% pour la fraction de bénéfices n'excédant pas 500 000 euros et à 33,1% au-delà. IS, cession de locaux professionnels transformés en logements. La LF 2018 proroge pour 3 ans l'application du taux réduit d'impôt sur les sociétés de 19% à la plus-value résultant de la cession à certains organismes de locaux professionnels en vue de leur transformation en locaux à usage d'habitation. Sont concernées les cessions à titre onéreux réalisées jusqu'au 31 décembre 2020, ainsi que les promesses unilatérales ou synalagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2022. Ce régime est dorénavant applicable en cas de cession de terrain à bâtir en vue de la construction de logements. Il devient aussi applicable aux cessions de biens éligibles réalisées au profit de sociétés civiles de construction-vente soumises au régime fiscal des sociétés de personnes. Le dispositif est en revanche restreint aux cessions de biens situés dans les zones géographiques les plus tendues. IS, contribution de 3% sur les revenus distribués. Entachée d'une non-conformité totale selon le Conseil constitutionnel, la contribution de 3% sur les revenus distribués est officiellement supprimée, de même que toute référence à son sujet dans le Code général des impôts et dans les différents textes. Rappelons que la déclaration d'inconstitutionnalité a pris effet le 8 octobre 2017 et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement. Pour compenser cette importante perte budgétaire, la première loi de finances rectificative pour 2007 a instauré 2 contributions exceptionnelles sur l'impôt sur les sociétés. La première est due par les redevables de cet impôt qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros. Elle est égale à 15% de l'IS dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu'au 30 décembre 2018, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature. Et la seconde, dont le taux et l'assiette sont identiques à la première et qui se cumule avec cette dernière, frappe les redevables de l'IS réalisant un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 3 milliards d'euros. IS, opération de restructuration. Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2018, le régime de faveur des fusions est aménagé afin notamment de le rendre compatible avec le droit européen. Parmi les principales modifications figure la transposition de la clause anti-abus prévue par la directive Fusion pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, et surtout l'assouplissement des règles applicables aux apports partiels d'actifs, avec notamment la suppression de la condition d'engagement de conservation pendant 3 ans des titres remis en contrepartie de l'apport. À signaler le remplacement de l'agrément préalable
prévue en cas d'apport à une société étrangère par une obligation déclarative a posteriori. Notons aussi la création d'une nouvelle procédure de rescrit visant à sécuriser les opérations de restructuration avant leur réalisation. Plus-value professionnelle, opération d'échange. La deuxième loi de finances rectificative neutralise fiscalement plusieurs opérations d'échange relevant du régime des plus-values professionnelles. Bénéficient ainsi d'un régime de sursis d'imposition les opérations de regroupement ou de division d'actions. De même, le régime de sursis d'imposition est étendu aux conversions d'actions en certificats mutualistes ou paritaires. De plus, un régime de report d'imposition s'applique aux opérations d'échange de terres agricoles réalisées par une société relevant de l'impôt sur les sociétés ou une SAFER. Ces mesures s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 et des années suivantes et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017. TVA, certification des systèmes de caisse. Afin de renforcer la lutte contre la fraude à la TVA, liée à l'utilisation de logiciels permettant la dissimulation de recettes, les assujettis à la TVA enregistrant les règlements des clients au moyen de logiciels et systèmes de caisse doivent utiliser un logiciel ou système sécurisé certifié au 1er janvier 2018. Rappelons qu'un logiciel ou système de caisse est un système informatisé dans lequel un assujetti enregistre les livraisons de biens et les prestations de services ne donnant pas lieu à la facturation au regard de la TVA, c'est-à-dire un système informatisé dans lequel un assujetti enregistre les opérations effectuées avec ses clients non assujettis. Les logiciels dans lesquels sont enregistrées les opérations effectuées à la fois avec des clients non assujettis et avec des clients assujettis relèvent du champ d'application du dispositif de certification obligatoire. À noter que les assujettis bénéficiant de la franchise en base ou ceux exonérés de TVA sont exclus du champ de la mesure de certification, de même que les exploitants agricoles soumis au remboursement forfaitaire agricole. Toujours en matière de TVA, la LF 2018 comporte peu de mesures d'envergure. Notons cependant l'extension de l'exonération de TVA aux praticiens pouvant faire légalement usage du titre de psychologue, l'extension du taux de 5,5% à la location de certains équipements et matériels pour handicapés, et pour les campings, le taux de 10% s'applique sous la seule condition du classement du camping. Taxe sur les salaires. La LF 2018 supprime le taux majoré de 20% de la taxe sur les salaires pour la taxe due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018. Ces rémunérations seront dès lors taxées au maximum au taux majoré de 13,6%. Par ailleurs, est supprimé le crédit d'impôt de taxe sur les salaires en faveur des organismes sans but lucratif pour la taxe due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019. Véhicules. Le barème de la taxe sur les véhicules de tourisme les plus polluants est réaménagé, la taxe étant désormais assise uniquement sur la puissance fiscale du véhicule, exprimée en chevaux-vapeur. Le barème du malus automobile ou éco-pastille est durci pour favoriser l'achat de véhicules neufs émettant le moins de CO2, pour décourager l'achat de modèles plus polluants et stimuler l'innovation technologique des constructeurs. Ainsi, pour un véhicule émettant 150 grammes de CO2 au kilomètre, la taxe sera perçue en 2018 au tarif de 2 300 € au lieu de 1 373 € auparavant. Une nouvelle taxe sur les cartes grises des véhicules de grosse cylindrée est créée à compter du 1er janvier 2018.
Le montant de cette taxe est de 500 € par cheval vapeur à partir du 36e, avec un plafond de 8 000 € applicable dès 51 chevaux. Enfin, pour inciter à l'achat de véhicules peu polluants, la LFSS 2018 aménage les barèmes de la taxe sur les véhicules de société afférents aux émissions de CO2 et au mode de carburation des véhicules, datant respectivement de 2011 et 2014. Intérêt de retard et moratoire. Le taux de l'intérêt de retard et de l'intérêt moratoire, 0,40%, est réduit de moitié. Il passe à 0,20%, soit 2,40% l'an pour les intérêts courants du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Le taux de l'intérêt de retard pour les impôts, droits et taxes recouvrés par la douane est également réduit dans les mêmes conditions, de 0,40 à 0,20% par mois. Abordons maintenant la partie sociale de ce magazine. Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Taux de la CSG, augmentation de 1,7 point en 2018. Mesure phare de la LFSS 2018, le taux de la CSG sur les revenus d'activité, les pensions de retraite, les revenus du patrimoine et les produits de placement augmente de 1,7 point au titre des périodes débutant le 1er janvier 2018. Cela représente une hausse de 22,66%. Ainsi, le taux de la CSG applicable aux revenus d'activité, salaires et revenus non salariaux, passe à 9,2% contre 7,5% auparavant. Celui appelé sur les pensions de retraite et d'invalidité s'élève quant à lui à 8,3% contre 6,6% avant. À noter que, s'agissant des pensions de retraite, seuls seront toutefois impactés les pensionnés dont les revenus sont supérieurs au seuil entraînant l'application d'un taux normal de la CSG. Il s'agit des personnes ayant un revenu fiscal de référence pour l'année 2016 au moins égal à 14 404 € par part. Les autres, 40% des retraités, sont donc soit exonérés de CSG, soit soumis au taux réduit, qui est actuellement fixé à 3,8% et qui reste inchangé. Par exception, aucune hausse n'affecte le taux de CSG applicable aux allocations chômage et aux indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou pour leur compte par les employeurs à l'occasion de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles. Pour ces revenus, le taux reste donc fixé à 6,2%. Cela étant, rappelons que ce taux ne concerne pas les indemnités journalières complémentaires versées par les employeurs, qui constituent un revenu d'activité passible en tant que tel, du taux de 7,5% porté à 9,2%. Rappelons que la loi de finances pour 2018 rend déductible à l'impôt sur le revenu l'augmentation de la CSG à compter de l'imposition des revenus de 2018. Focus sur la hausse de la CSG pour les revenus du patrimoine et les produits de placement. Attention, car il faut bien différencier les dates d'application de cette hausse de la CSG de 1,7 point. Si, pour les revenus d'activité, la hausse intervient dès le 1er janvier 2018, pour les revenus du patrimoine, la hausse de la CSG s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017, sauf pour les plus-values d'apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur, placée en report d'imposition obligatoire. Elles restent soumises au taux en vigueur l'année de leur réalisation. Pour les produits de placement, la hausse de la CSG s'applique aux faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018. Concrètement, une plus-value immobilière réalisée par un particulier en 2017 n'est donc pas concernée par l'augmentation du taux de la CSG.
Il faut savoir que les taux historiques sont supprimés pour les produits de placement exonérés d'impôt sur le revenu, dont le fait générateur est constitué par le dénouement, la clôture ou le retrait. Si cette nouvelle règle apparaît relativement simple, il y a des exceptions pour certains revenus. Ainsi, les taux historiques continuent à s'appliquer aux produits acquis au 1er janvier 2018 et aux produits acquis jusqu'au terme de la période de garantie du régime lorsqu'elle est en cours au 1er janvier 2018. Dans tous les cas, l'augmentation du taux de la CSG ne s'applique qu'aux produits acquis ou constatés à compter du 1er janvier 2018. La taxation des produits attachés au contrat d'assurance vie reste inchangée. Cotisations salariales, maladie et chômage. La hausse de la CSG est compensée pour les salariés par la suppression des cotisations salariales maladie et chômage en 2 étapes. D'abord, au 1er janvier 2018. La cotisation salariale maladie, dont le taux est actuellement fixé à 0,75%, est supprimée. Le taux de la contribution salariale d'assurance chômage est réduit de 1,45 points. Il est donc ramené de 2,4 à 0,95%. Ces 2 mesures concernent les cotisations et contributions dues au titre des périodes courant du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018. Pour les entreprises pratiquant le décalage de la paie, les salaires de décembre 2017 versés en janvier 2018 n'en bénéficient donc pas. Ensuite, seconde étape. Pour les périodes courant à compter du 1er octobre 2018, réduction de 2,4 points du taux de la contribution salariale d'assurance chômage. Fin programmée donc de la part salariale de la contribution d'assurance chômage à partir de cette date. Notez que tous les salariés sont concernés, sauf les non-résidents dont la cotisation spécifique d'assurance maladie est maintenue. En pratique, cette mesure représente un gain de 263 € pour un salarié au SMIC et de 526 € pour celui ou celle qui perçoit 2 SMIC en raison d'une année complète de suppression des cotisations salariales, maladie et chômage. Hausse de la cotisation patronale d'assurance maladie en 2018. La cotisation patronale d'assurance maladie en 2018 passe de 12,89% à 13%. Cette hausse de la cotisation patronale maladie impacte le calcul de la réduction générale de cotisation patronale. Pour les entreprises assujetties au FNAL de 0,5%, le coefficient maximal de calcul passe ainsi de 0,2849 en 2017 à 0,2854 en 2018, et pour celles assujetties au FNAL de 0,1%, de 0,2809 à 0,2814 sur la même période. Travail indépendant, baisse des cotisations. Les travailleurs indépendants bénéficient dès 2018 d'un renforcement de la réduction dégressive du taux de leur cotisation maladie-maternité et d'une baisse du taux de leur cotisation d'allocation familiale. Et ce, pour compenser la hausse de la CSG de 1,7 points au 1er janvier 2018. Les praticiens et auxiliaires médicaux bénéficient quant à eux de la prise en charge par l'assurance maladie d'une partie de leur cotisation d'assurance vieillesse de base. Travail indépendant, adossement du RSI au régime général. La LFSS 2018 égrène sur près de 40 pages les mesures nécessaires au transfert des missions du régime social des indépendants aux caisses du régime général et à un nouvel organisme dédié à la protection sociale des non-salariés. Cette réforme d'ampleur est lancée depuis le 1er janvier 2018 et s'achèvera à l'issue d'une période transitoire de 2 ans, le 31 décembre 2019, date à laquelle les caisses du RSI seront dissoutes.
Les travailleurs indépendants relèveront alors du régime général pour leurs assurances maladie-maternité, vieillesse de base, sauf les professionnels libéraux, et pour le recouvrement de leurs cotisations. Précisons que le RSI a mis en ligne sur son site internet une page d'information sur la réforme qui devrait être actualisée pendant toute sa mise en œuvre. www.rsi.fr. Recouvrement des cotisations des indépendants. La LFSS 2018 prévoit une suspension des sanctions pour 2018 et 2019 en cas de mauvaise estimation de leurs revenus pour l'année en cours par les travailleurs indépendants. La majoration de retard est supprimée de façon à encourager le recours à ce dispositif estimatif qui serait appliqué selon les travaux parlementaires par seulement 10% des travailleurs indépendants. Par ailleurs, un dispositif dérogatoire de recouvrement des cotisations des indépendants va être expérimenté. Jusqu'au 30 juin 2019, les URSSAF pourront proposer à des travailleurs indépendants d'acquitter leurs cotisations et contributions sociales provisionnelles sur une base mensuelle ou trimestrielle, établie à partir des informations communiquées par les intéressés, en fonction de leur activité ou de leurs revenus mensuels ou trimestriels. Le but est de réduire le décalage temporel entre la perception des revenus et le paiement des cotisations afférentes. La participation à cette expérimentation sera basée sur le volontariat. Contribution sociale de solidarité C3S. Le taux de la contribution sociale de solidarité est fixé à 0,13% du chiffre d'affaires et celui de la contribution additionnelle à 0,03% de ce même chiffre d'affaires, soit un taux global de 0,16%. Sont visées les entreprises qui dépassent 19 millions d'euros de chiffre d'affaires. La LFSS 2018 établit l'obligation de télérèglement pour la contribution sociale de solidarité des sociétés et fusionne celle-ci avec sa contribution additionnelle à compter de 2018. La contribution supplémentaire à la C3S, qui visait les sociétés réalisant plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, est supprimée dès 2017. Au terme de ce magazine, nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous en février prochain. À bientôt!